La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouveau webinaire sur le sujet de la sauvegarde pour vos environnements. Petit rappel aujourd'hui sur MTI, je prends juste quelques secondes pour vous rappeler que nous sommes intégrateurs de solutions d'infrastructure pour les data centers. Nous sommes une société européenne présente en Allemagne, en France et en Angleterre. Nous travaillons principalement avec 3 partenaires, EMC, Cisco et VMware, même si aujourd'hui nous travaillons avec quelques autres partenaires stratégiques comme Symantec, comme Nutanix, SimpliVity, Xcality, pour adresser des besoins spécifiques que nous considérons parfois être complémentaires avec les technologies EMC ou Cisco ou VMware. Toutes les solutions que l'on va voir aujourd'hui sont disponibles dans notre Solution Center à Croissy-sur-Seine. Donc n'hésitez pas, nous avons un showroom ici à Croissy et vous pouvez retrouver toutes ces technos en démo ou bien en POC. Si jamais vous voulez venir avec vos données, vos applications, vous êtes les bienvenus pour pouvoir tester l'ensemble de ces solutions. Pour parler des solutions de sauvegarde, je suis accompagné aujourd'hui de Arnaud Mazet. Arnaud, bonjour. Oui, bonjour. Donc, la présentation aujourd'hui va tourner autour des solutions de sauvegarde pour les serveurs virtuels et les serveurs physiques. Oui, tout à fait. Donc, on va parler avant tout de la simplification de la sauvegarde de tout ce qui va être serveur virtuel, VMware, Hyper-V et des serveurs physiques, principalement sous environnement Windows, mais également sous Linux. Donc, on va vous parler donc principalement du logiciel BackupExec. Et autour de ce produit, la façon justement, quand on dit de simplifier la sauvegarde, plusieurs pistes effectivement peuvent être évoquées. Déjà, on rencontre pas mal de clients qui veulent avoir un logiciel qui va tout faire et englober totalement toute l'infrastructure, à la fois Unix, à la fois Linux, Windows, etc. C'est ça, en fait, ça part du constat que l'on voit aujourd'hui dans beaucoup de sociétés où les entreprises achètent un logiciel de sauvegarde pour leur environnement virtuel et parfois un autre différent pour leur base de données et un autre peut-être différent pour la messagerie. Et au fil du temps et au fil de l'arrivée des applications, ils empilent les différentes solutions de sauvegarde et du coup, ça devient complexe de gérer la sécurisation de ces données. Alors oui, effectivement, le fait d'empiler plusieurs logiciels, ça peut complexifier les choses, mais pas obligatoirement. Une fausse bonne idée aussi, c'est de se dire, bon, on va prendre un soft qui va tout faire et avec lequel on va pouvoir tout gérer. Parce qu'aujourd'hui, on voit typiquement que dans une entreprise, il va y avoir plusieurs silos, plusieurs services. Par exemple, un service plus Unix spécialisé dans tout ce qui va gérer toute la partie base de données. Derrière, on va avoir peut-être un administrateur et un service qui va être plus VMware Windows, parce que très souvent, aujourd'hui, les environnements que l'on voit sont principalement tournés autour des infrastructures Windows, plus VMware et des fois plus Hyper-V, ou alors Windows pour les serveurs physiques et VMware également. Enfin, des soins des deux. Si je synthétise, en gros, selon l'organisation de l'entreprise, permet de segmenter différentes solutions, ça peut avoir un intérêt de dire j'ai un service qui gère plutôt ça et il gère la partie backup de cette solution et un autre service qui a une approche un petit peu différente mais qui gère elle-même cette approche. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Là déjà pour compléter ce que tu me disais justement sur cette partie infrastructure, donc aujourd'hui on va avoir dans la plupart des environnements où ça va être 90% Windows et virtualisation. Et derrière, peut-être on va avoir justement des environnements plus spécifiques avec de la base de données très critique de production qui va être mis sur des clusters. Par exemple, imaginons un cluster Unix. Y a-t-il un intérêt d'avoir un autre soft pour aller backuper uniquement cet environnement Unix? J'ai envie de dire oui et non, ça dépend. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de clients, même la plupart, ce qui est de la sauvegarde des bases de données, ils vont faire des dumps vers des NAS, vers des systèmes de NAS, bases de données, et ce sont des systèmes qui conviennent assez bien aux administrateurs de bases de données, où ils vont utiliser pour Herman, tout simplement Herman vers du NFS, vers du DDBoost selon le device de sauvegarde, et
les DBA vont aimer justement gérer eux-mêmes toute cette partie sauvegarde et restauration, sachant que ce sont des silos assez particuliers. Dans ce cas-là, on peut très bien imaginer un logiciel BE spécifique Windows environnement virtuel qui sera effectivement le soft principal derrière pour la base de données Unix. On les protégera, mais de manière différente, sans pour autant avoir un autre soft. Ok. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on va vous parler de BE avec une démonstration. On va faire une démonstration tout à l'heure qui consistera à faire un backup, une réplication. Dans l'exemple courant, là, on va prendre du data domaine. On y reviendra un petit peu tout à l'heure dans la partie chapitre 3 sur les supports de sauvegarde. On fera une réplication, donc protection effectivement à la fin de la sauvegarde. Et puis, on simulera une panne du data domaine, de l'appliance principale, et voir un petit peu comment on peut restaurer. Et en même temps, on verra à quelle vitesse on peut restaurer, à quelle vitesse on sauvegarde, et comment se passe justement la réplication. Déjà quelques chiffres. Pourquoi justement Symantec et Data Domain? On va à gauche EMC qui est un des leaders sur le marché des appliances, donc principalement avec Data Domain. Derrière, on va voir Symantec qui lui est le leader sur le marché des softs de sauvegarde, NetBackup, Backup Exec. Donc on a pris un petit peu le meilleur des deux mondes pour la démonstration qui va suivre. Donc typiquement, dans le monde de Symantec, on va trouver deux types de produits, Backup Exe dont on va vous parler et NetBackup. Différence principale entre les deux, un qui va être orienté, qui va faire très bien tout ce qui est Windows et tout ce qui est monde virtuel plus Linux, un autre qui va en même temps avoir la casquette, on va dire, Unix et qui va permettre effectivement de gérer des environnements, on va dire, oui, c'est ça, principalement Unix, hein, sauf ce qui vient du monde de l'Unix et qui a ses adeptes parmi les administrateurs Unix, on peut faire en ligne de commande, etc., etc. Alors, par contre, là, sur ce slide, Arnaud, il y a en haut, on peut voir que la cible marché de Backup Exe, c'est jusqu'à 10 Tera. Et en gros, si je comprends bien le slide, au-delà de 10 Tera, il faut passer sur du NetBackup. Alors, pour tout dire, ça c'est un slide de Symantec, c'est du marketing. Pourquoi qui dit marketing? C'est qu'à un moment, il faut trouver une segmentation entre les deux produits pour pouvoir positionner les produits. Aujourd'hui, il n'y a aucune limite à sauvegarder avec Backup Exec des environnements qui font 10, 20, 50, 100 Tera. Et avec NetBackup, avoir un environnement NetBackup qui va protéger, je ne sais pas, 2 Tera. Je reprends mon exemple tout à l'heure de mes environnements Windows et Unix. Pourquoi pas ne pas avoir un NetBackup Lite pour sauvegarder un environnement Unix dédié. Donc aujourd'hui, c'était simplement en termes de positionnement pour simplifier les choses. Mais en termes de volumétrie à sauvegarder, aujourd'hui, il n'y a pas... Il n'y a pas une limite technique de Backup Exe à aller au-delà de 10 Tera. Alors, j'ai envie de dire historiquement, pourquoi il y avait effectivement cette volumétrie, c'est que on utilisait des produits comme NetBackup qui étaient principalement basés sur un master, donc ce sont des architectures 3 tiers et des médias serveurs. Des médias serveurs, ce sont des serveurs passifs pilotés par le master qui vont justement gérer le flux de sauvegarde de X serveurs vers un device de sauvegarde qui va être de la bande, du disque, du cloud, etc. Et puis on segmentait comme ça pour des énormes environnements où tout le flux de sauvegarde passait par les tuyaux, on va dire réseau, LAN ou SAN. Ben, on était obligé de multiplier les médias serveurs au fur et à mesure de la volumétrie. Aujourd'hui, nous, on va vous parler principalement de déduplication, de data domain, de sauvegarde sur disque en primaire, de DDBoost et de choses comme ça. Ce qui veut dire, vous verrez tout à l'heure dans la démonstration, on n'a plus besoin d'avoir des tuyaux dédiés pour justement gérer les flux de sauvegarde. Et même aujourd'hui, dans des environnements NetBackup, il n'y a plus besoin de multiplier forcément les médias serveurs. Sauf exception environnement avec des DMZ à sauvegarder, des sites distants, etc. Mais ça devient vraiment très très limité. Et aujourd'hui, finalement, on se retrouve avec des architectures NetBackup en termes de serveurs qui sont plus grosses que des infrastructures Backup Exec. Donc, plus de limitation aujourd'hui en termes de volumétrie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'une architecture Backup Exec? C'est une architecture basée sur un serveur Windows. Obligatoirement, justement, on devra installer Backup Exec sur du Windows, physique ou virtuel. Contrairement tout à l'heure, on a vu du NetBackup qu'on peut installer sur du Linux également.
Et derrière, à partir de ce serveur, vous pourrez sauvegarder vos environnements virtuels, VMware, Hyper-V, tout ce qui va être application serveur, du SharePoint, des Exchange, principalement basé sur le Microsoft, du SQL Server, des serveurs de fichiers, etc. Derrière, au niveau d'image de sauvegarde, vous avez de la bande, du disque avec des duplications Symantec, du disque avec des duplications d'autres constructeurs, on va dire des appliances, ça peut être du Quantum, ça peut être Data Domain, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Et derrière, vous pouvez aussi également sauvegarder tout ce qui va être NDMP directement, soit en FC, soit en remote NDMP pour tous les environnements NAS, NetApp, EMC. Qu'est-ce que tu appelles le remote NDMP? Le remote NDMP, c'est qu'on veut sauvegarder un NAS, disons EMC ou NetApp, mais qui n'a pas d'attachement FC directement sur votre dotique physique ou virtuel. Dans ce cas-là, vous faites transiter tout le flux NDMP par le réseau. En principe, dans ce cas, on va quand même utiliser un réseau dédié parce que du NDMP, c'est un dump du file system de manière à sauvegarder très rapidement des file systems avec des milliers, des millions de petits fichiers sans avoir ce boulot d'étranglement dû au je lis le fichier, je l'écris sur la bande, je le ferme, je lis le suivant, etc. Donc NDMP sur Fiber Channel, Remote NDMP sur un réseau IP. Exact. Les composants de backup exec. Donc sur backup exec, vous allez sauvegarder à la fois des serveurs physiques, des serveurs virtuels, on en a déjà parlé, base de données, agents base de données Linux, Windows, Macintosh aussi sont supportés. On peut aussi sauvegarder certains postes, on va dire, même si ce n'est pas fait pour ça, des desktop laptops. Vous pouvez sauvegarder des postes Windows 7, Windows 8 avec, c'est tout à fait supporté. Le NDP, on en a aussi parlé. Enterprise Server, ça c'est un bundle, on va dire, qui permet de faire différentes choses, dont notamment la partie CASO, donc je vais en parler assez rapidement. C'est le fait d'avoir, dans une entreprise qui va avoir plusieurs sites distants, et piloter de manière centralisée des serveurs backup qui seront distribués sur toute l'entreprise pour ensuite faciliter le PRA, les réplications, etc. Administration, voilà une petite vue d'un job de backup aidé. Donc vous pouvez avoir plusieurs serveurs en même temps. Et derrière, vous avez la planification qui permet de faire les fouilles, les incrémentales, etc. J'y reviendrai tout à l'heure lorsqu'on fera la démo. Le monitoring, donc vous avez une interface assez simple en fait qui permet de monitorer tout ce qui va être schedulé et tout ce qui va être effectué, tous les jobs qui ont été effectués, et même à partir de la fenêtre job effectué, de reprendre des sauvegardes, de les modifier, de les réintégrer justement à la planification. Donc, une petite démonstration, parce que sur les slides c'est bien, mais voir concrètement comment ça fonctionne, c'est mieux. Donc, voilà. Alors, moi j'ai installé sur mon PC, Windows 7, simplement interface d'administration. Derrière, le serveur backup PC est basé sur une VM en Windows 2008 R2 avec 8 Go de RAM et 2 CPU Core. Voilà. Vous pouvez avoir éventuellement 2 CPU, même 4 Go de RAM qui est, on va dire, le minimum requis, mais de manière à être confortable. 8 Go de RAM, c'est pas mal. Si derrière vous utilisez la déduplication Symantec, il faudra d'ailleurs avoir un petit peu plus de RAM. Si on utilise la déduplication Symantec, ça veut dire que c'est le serveur networker qui ferait le serveur backup exec qui ferait la déduplication. Alors la déduplication Symantec, c'est simple, c'est un espace de disque. J'ai créé un espace, c'est un système que vous présentez à votre serveur, des disques locaux sur une baie distante, XCSI, assez, peu importe. Et derrière, vous allez lui dire, je veux que ça gère de la déduplication native Symantec. Voilà, c'est simplement une licence supplémentaire ou alors une licence comprise quand on fait des missions directes. L'écran d'accueil, alors l'écran d'accueil paramétrable, vous pouvez cocher et décocher différentes choses, avoir des informations sur le support technique, les documentations,
voilà, que vous pouvez avoir également. Donc pour voir les Chémisez-moi, le guide d'administrateur, etc., etc. Donc ça, c'est l'écran d'accueil général que vous pouvez organiser comme vous voulez. Derrière, on va revenir justement le stockage. Alors nous, dans notre environnement qu'on va vous montrer, on a justement des data domaines. Les data domaines, ce sont des appliances qui sont multi-protocoles, qui vont gérer à la fois le protocole OST, aussi bien de la VTL. OST, ça correspond à quoi? OST ou DDBoost, c'est un protocole uniquement réseau qui permet de faire des sauvegardes. C'est un standard en fait, en utilisant de la déduplication à la source, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va faire passer très peu de données lors des sauvegardes successives. Et ça va être un des protocoles qui va permettre aussi, lors des réplications, de mettre à jour le catalogue. Donc le soft de sauvegarde qui est installé sur la machine sauvegardée assure la déduplication en fait. Ça va être un petit plugin, c'est un petit agent supplémentaire qu'on va installer sur la machine à sauvegarder pour lui dire je veux que la sauvegarde se fasse au niveau du client. Okay. Et donc, j'ouvre la fenêtre du stockage justement de la data domaine avec une data domaine là 670 et derrière j'ai coché déduplication côté client. Ce qui veut dire quand tu vas lancer la sauvegarde, essaie de faire ta déduplication et de communiquer avec la baie data domaine en utilisant l'OST. Avec une baie data domaine, on peut aussi utiliser du CIFS. On peut utiliser effectivement un petit peu tout ce que l'on veut. Ça, c'est une unité de disque déduplication d'un Tera sur directement avec de la déduplication, on va dire, simultanée. On ne va pas l'utiliser dans la démo, mais voilà, c'est simplement un file system qu'on présente. En principe, le mieux pour optimiser, c'est de le formater avec des blocs de 64K, et ensuite, vous pourrez directement l'utiliser comme device de sauvegarde. Donc, pour cette démonstration, pour ce webinaire, moi j'ai prévu un petit job de sauvegarde. Voilà. Je vais vous le montrer en modifié. Tout à l'heure, vous le voyez dans les slides précédents. Mais là, ça va être un petit peu plus parlant. J'ai mis 2 serveurs, j'aurais pu en mettre plus, j'aurais pu en mettre un. Ce serveur-là, ça va être le serveur local. Celui-là, c'est un serveur distant qui hébergeait une base SQL Server. Donc, par exemple, on peut avoir autant de serveurs que l'on veut et on peut, pourquoi pas, nommer le job, l'appeler si vous avez, je sais pas, moi, X serveur bureautique. Je fais une sauvegarde serveur bureautique et puis derrière, vous allez inclure tous vos serveurs bureautiques. Et ensuite, vous allez justement faire votre politique de sauvegarde. Alors, on va rentrer dedans, au niveau justement des serveurs. Et voilà, il y en a un, mon serveur principal, je lui ai décidé de tout sauvegarder, sauf la partition F, qui est justement ma partition disque avec des duplications. Donc, c'est une partition justement de sauvegarde. Aucun intérêt justement de la sauvegarder. Et derrière, mon serveur, là, le 71.222. Voilà, il est dessus. J'ai choisi uniquement de sauvegarder le répertoire temp qui contient uniquement quelques petits fichiers. Voilà. Derrière, j'avais aussi créé une partition, j'en parlais tout à l'heure, d'un Tera 5 avec plus d'1 million de fichiers. C'était pour des tests, mais on a des abacs aussi là-dessus. Derrière, la planification, c'est simple. Je lui ai dit, fais-moi une sauvegarde complète. Là, la créer sans planification, on peut évidemment faire un planning toutes les semaines, etc. Si on veut rajouter aussi une sauvegarde incrémentale, on rajoute la sauvegarde incrémentale, qu'on va aussi planifier. Là, pour cette démonstration, c'est pas mis, une sauvegarde incrémentale ou différentielle. Le stockage, utilise la data domain 670. J'aurais pu effectivement utiliser tout autre type de stockage, ou de la bande, ou autre chose. Vérification, ne fais pas de vérification parce que sinon on ne va pas non plus alourdir le temps de travail, etc. Je passe sur les différentes options de sécurité, fichiers, faire des snapshots, etc., etc. Il y a pas mal de choses. Et ensuite, pour faire la duplication sur mon autre belle data domaine de PRA, là, elle se trouve à côté d'un data center, mais elle pourrait se trouver très éloignée, même avec sur un site distant avec une forte latence. Hein. On a fait des tests avec une liaison à 2 mégas, 1 milliseconde de latence, ça fonctionne également. Comment tu fais dans ces cas-là? Parce que les sauvegardes, il faut bien les faire traiter, ça peut représenter des volumes de données importants. Ouais. Dans ces cas-là, la première réplication, on va la faire en local et ensuite on va déplacer physiquement la baie data domain de l'autre côté pour que les sauvegardes successives puissent passer par la bande passante disponible. Donc,
Ça veut dire que tu fais des incrémentales à chaque fois? Tu es obligé de faire des incrémentales à chaque fois? On peut faire des incrémentales à chaque fois, plus après des foules synthétiques. On peut effectivement avoir ces deux options. Ou si on décide de faire des foules à chaque fois, pour les foules successives, ça pose pas de problème non plus. Mais Parce pourquoi que ça pose pas de problème? Parce qu'il y a un moment donné, les foules, il faut faire transiter les données. les données sont déjà passées. Et entre deux foules, disons qu'en principe, la planification qu'on rencontre le plus souvent, ça va être une foule par semaine. On va lui faire passer le delta bloc entre deux foules. Et ne pas oublier qu'effectivement, entre les deux foules, il y a eu des incrémentales qui elles-mêmes auront été répliquées et qui auront répliqué les blocs. Donc finalement, la foule successive en termes de blocs qui vont transiter sur le réseau, ça va être le delta entre la dernière incrémentale, disons celle du jeudi, et la foule, par exemple, qui aura lieu le vendredi soir ou le samedi matin. Parce qu'en fait, le reste, c'est le process de déduplication intégré au data domain qui va se charger de réduire la volumétrie de données qui transite sur le réseau. Exactement. Même derrière, on le verra lors de la démonstration, vous verrez justement les taux obtenus lors de la déduplication. Vous comprendrez très vite effectivement la façon dont on travaille. Donc, au niveau de la déduplication, j'ai simplement dit rajouter une étape et puis fais-moi ma duplication à la fin de la tâche de sauvegarde. C'est tout. Et tu vas le stocker sur la data domain qu'on va appeler data domain de PRA. Voilà. Donc là, pour avoir cette tâche-là, j'ai simplement rajouté une étape et puis ça me l'a rajouté une. Et si je voulais, je pourrais très bien encore rajouter une étape, dire je veux un clonage sur bande si j'en avais envie. Et donc là, on est dans la console backup exe. On a configuré notre politique de sauvegarde dans notre data domain local au data center. Et en même temps, dans la même politique, on a configuré la réplication de data domain sur le deuxième data center. Oui. D'accord. Et en même temps, derrière, on a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir justement récupérer le data domain, récupérer en cas de défaillance du data domain, permettre de repartir avec l'appliance de PRA sans avoir besoin à faire d'import de bande ou quoi que ce soit d'autre. Donc là, je reprends finalement, voilà, mon job complet et on va dire exécuter, on va le lancer. Voilà. Alors là, vous voyez les précédents tests que j'avais fait au niveau. Donc, on a à peu près 40 gigas à sauvegarder, plus sur la machine principale, un petit peu moins sur la machine secondaire. Et tout à l'heure, quand j'avais sauvegardé, j'avais atteint quand même des débits de 5 gigas 6, 5 gigas 7, 5 gigas 7 à peu près, voilà, à la minute. Et c'est des gigaoctets par seconde? Gigaoctets par minute. Ah, 5 gigaoctets minute. D'accord. Mais derrière, vous verrez en termes de duplication, là, vous voyez, on le verra en direct, duplication, là, je suis à 142 gigaoctets minute. Donc, j'ai répliqué 40 gigas en 2 minutes. Donc, vous voyez effectivement l'effet de la déduplication. Je ne vous cache pas que c'est des sauvegardes qui sont effectivement déjà passées. J'ai fait une sauvegarde, j'ai fait la duplication, donc les deux data domains connaissent effectivement les données. Voilà. C'est quand même impressionnant. Hein. La première fois 5 gigaoctets minute et la deuxième 142 gigaoctets minute. Alors, effectivement. Tout à fait. C'est effectivement. Donc, on va laisser un petit peu de 2 minutes. En attendant, on va continuer à parcourir quelques slides. Voilà. Alors, par exemple, je peux montrer. Là, je suis à partir de la console qui est sur mon poste. Et on voit à peu près, regardez, vous avez des débits là, de 6 Go 5. Il y a quand même des choses assez intéressantes. Donc, moi, là, ce que je vais vous montrer, c'est ce que je suis en train de faire, c'est directement la VM qui se backup. Parce que là, c'est intéressant. Donc, vous voyez des débits de 6 Go 4, des choses comme ça. Voilà. Alors, j'espère ça pouvoir le faire. Hop là, passer. Ouais, c'est ma console vCenter que j'envoie. Alors, vous voyez la même, effectivement, console. Là, vous êtes directement sur le serveur. Je ne sais pas si on voit bien, mais on voit effectivement les débits qui sont utilisés aujourd'hui. Oui, donc on est à entre 1% et 2,5%. Ouais, à peu près à 2%. Ouais. Il backup à 6 Go, 6 Go 5, 6 gigaoctets à la minute. Et finalement, voilà ce qu'il utilise de mon réseau. Ah oui. Voilà ce qu'il utilise sur mon réseau, principalement.
Donc derrière, quand je vous disais qu'en termes de bande passante, ça ne prenait effectivement pas grand-chose, bah, c'est vrai que vous pouvez très bien répliquer sur un site distant qui aura très peu de sauvegarde. Je ne vous cache pas que la première sauvegarde, vous allez pouvoir avoir des pics. Vous avez déjà un effet compression de duplication. Vous serez à peu près à 25-50% du réseau sur la première foule. Mais après, vous tombez à 1%, 2%. Il peut y avoir après quelques pics selon les nouvelles données qui sont passées, mais c'est quelque chose qui reste très marginal. Voilà. Donc, on reviendra tout à l'heure sur cet écran. Voilà, là on est toujours à 6 Go 8, donc à peu près la sauvegarde devrait durer à peu près 10 minutes, hein, comme vous avez voilà. Je reviens effectivement sur la démo, sur la présentation. Backup exec et la virtualisation, donc restauration granulaire de fichiers objets applicatifs. Alors, pour sauvegarder un environnement virtuel qui va contenir des VM Exchange, SQL, SharePoint, vous n'avez pas besoin d'agents particuliers. Vous pouvez les sauvegarder. Vous sauvegardez et l'enveloppe et la partie applicative en une passe. Mais derrière, pour une restauration fine niveau applicatif, une boîte mail, etc., là, vous aurez besoin de mettre un agent dans la VM, justement, dans la VM qui vous intéresse, dont vous avez besoin. Redirection de la restauration pour restaurer sur une autre machine. Et donc avec Backup Exe, on sait faire de la sauvegarde d'environnement virtuel comme on a l'habitude de le faire avec d'autres logiciels, et on sait également avoir une restauration granulaire avec comme granularité le fichier ou même boîte mail si on est sur l'Exchange. Alors le fichier, même pas besoin d'agent, puisque au niveau du file system de Windows, là vous restaurez, vous n'avez absolument aucun besoin d'agent installé dans chaque VM. Mais derrière, oui, à la boîte Exchange, ou alors vous avez aussi de la granularité pour les objets Active Directory, le SQL, le SharePoint, etc. D'accord, donc y compris sur Backup Exe, on a cette richesse d'interopérabilité applicative avec, entre Backup Exe et les différentes applications entreprises. Tout à fait. Et là, je parle principalement du Windows, mais évidemment, Oracle est supporté, vous sauvegardez à chaud les bases Oracle et toutes choses-là, donc il n'y a pas de souci. Support de Backup Exe sur une VM Windows 2012 R2, donc la version 15 qui est sortie en avril permet d'être installée sur une Windows 2012 R2. Donc c'est des versions qui sortent très régulièrement, tous les à peu près 10 mois, vous avez une version majeure quand même qui sort. Et au niveau des mises à jour, ça peut se faire en ligne. On ne l'a pas vu, on le reverra tout à l'heure dans l'écran d'accueil. Vous avez une petite case pour vous dire, voilà, je veux garder ma version à jour régulièrement, et vous allez télécharger les pages un petit peu comme sous Windows, on va dire, avec les mises à jour. Et alors justement, le problème avec ce genre de logiciel, vu qu'il doit être interopérable avec différents OS, différentes applications, différentes solutions de virtualisation, il faut que ce soit des logiciels qui soient réactifs. La crainte qu'on peut avoir, c'est la dernière version de Windows vient de sortir, mais elle ne sera supportée par mon logiciel de backup que dans X temps. Sur Backup Exe, est-ce qu'on a quelque chose qu'on peut considérer comme réactif? C'est même, à ma connaissance, le plus réactif pour tout ce qui va être au niveau support du monde Windows, parce qu'il fait vraiment le focus sur Windows. On a parlé virtualisation, puisqu'il supporte évidemment vSphere 6 également. Hein. Mais sur Windows, on a un client qui dit, là, on va migrer la SQL, c'est 2014 qui est sorti récemment. Ils sont sous 2008, ils vont migrer sous 2014. La version 15 sort SQL 2014. Donc, si vous avez un nouveau produit Microsoft qui sort, il sera supporté par Backup Exe. Sous les autres, il sera aussi supporté, mais peut-être un petit peu plus tard. Mais si vous voyez supporté sur un autre socle de backup, c'est qu'il l'était déjà. Donc, toi, de ton expérience, de l'historique que tu as dans le domaine du backup, Backup Exe, parmi tous les produits que tu as pu voir, c'est un truc que tu considères comme étant le plus actif en termes de développement pour le monde Windows, oui. Pour le monde Windows, ça serait le plus réactif. Un petit point sur SDR. Alors le SDR, en fait, c'est le Bare Metal Restore. Là, ils l'ont appelé SDR parce que c'est le Certified Disaster Recovery qui permet de restaurer rapidement une machine physique vers une machine virtuelle, une machine physique vers une machine physique, même avec d'un autre type,
en créant automatiquement, en fait, vous qui avec le disque et derrière, il va vous diriger automatiquement vers le device, vers le serveur IE qui contient la sauvegarde de manière à remonter très rapidement n'importe quel serveur qui aura cassé. C'est natif au niveau du produit et même quand vous faites un job de sauvegarde, ça sera coché par défaut. Là, je l'ai décoché pour être plus rapide au niveau des tests. Mais voilà, le disaster recovery, c'est de base pour toutes les sauvegardes. Voilà. Et ça, c'est inclus dans le produit. Alors, des petits métriques, on reviendra tout à l'heure sur la démo, mais j'avais fait une autre démo, justement, pareil, sur data domain ou sur autre, on voyait justement une sauvegarde CIFS. Alors, si j'ai une sauvegarde CIFS, bah lui, hein, il ne prend pas de déduplication, il va être soumis au protocole SMB CIFS. Hein. Ça peut être sur un autre serveur Windows, vous l'avez fait sur la data domain, ça peut être sur n'importe quel autre. Bah, finalement, bah, il va utiliser un maximum de réseau. Et puis, on va voir quand même, on avait quand même des taux qui étaient précis avec ça, 55 mégaoctets par seconde. Et on avait sauvegardé à peu près une vingtaine de gigas en 7 minutes 40. Donc là, on est sur, le premier test, c'est sur CIFS, donc il n'y a pas de déduplication ni quoi que ce soit. Non, c'était simplement un partage Windows CIFS. Dans le stockage, j'avais défini, faites un partage Windows, anti-slash, mon serveur, anti-slash, le nom du partage. Et sauvegarder vers une data domain quand même? Là, c'était une data domain parce que la data domain faisait CIFS. Mais j'aurais pu sauvegarder vers n'importe quoi, j'aurais pas eu des taux meilleurs ou moins bons. Bon, là, effectivement, parce que là, dans ce cas-là, la data domain faisait de la déduplication, mais uniquement à la cible. Voilà, c'était cette déduplication. Derrière, avec des boosts ou ST, bah, finalement, on gagne en termes de vitesse de sauvegarde et on a un débit réseau qui va de, là, on voit, c'est 2,50 ici, donc j'ai mis moins de 2%. Si on fait une moyenne, on va être peut-être aux alentours de 20%. Donc on est passé d'une consommation du réseau de supérieure à 70% pendant le backup avec CIFS à quelque chose qui est inférieur à 2% dès qu'on active le DD Boost. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, hop là, je vais vous montrer, je reviens sur la petite démo. Là, c'est bien parce qu'il est en train de faire... Ah, voilà, il va lancer sa déduplication. Donc, il a fini le backup. Voilà, complet. Il l'a fini en combien de temps? En 10 minutes. Tous les 10 minutes, 19. Et puis là, derrière, j'ai dû remettre le débit. Il a fait un 5 gigas. Il a fait combien? Il y avait combien de fichiers? Nombre d'octets, 44 gigas, 24 000 fichiers. Et il a mis le débit, ben si on l'a vu tout à l'heure, on était à 1 giga. Je croyais qu'on voyait. Là, on voit qu'on a quand même beaucoup de visibilité avec ce produit sur nombre de fichiers, nombre de répertoires, les débits, le contenu. Oui, je ne montre pas effectivement, assez riche. Je montre pas tous les détails, etc. Mais bon, voilà, avec les différents subsets, comme on dit, le C, le D, etc. Parce que la crainte qu'on peut avoir, c'est de se dire, voilà, entre un backup exe ou un net backup, est-ce que sur un backup exe, je vais avoir la même visibilité qu'avec un outil de base type NetBackup? La réponse est oui, au final. Alors après, j'ai envie de dire oui, non, vous avez effectivement un certain nombre de rapports. Vous avez tous les rapports, on va dire, principaux que vous avez cherchés, et même pour ne trouve pas tous les outils, même de backup de la classe, on va dire, Enterprise. Alors là, l'application, alors hop là, je vais montrer ça. Alors là, il est en train de... Ah, Thomas, je ne sais pas si tu vois bien quel débit réseau on est sur la duplication inter-data domain. Il a fini son job de backup et puis il a enchaîné sur la duplication. Et il fait sa duplication, on en est à 111 gigaoctets minutes. C'est pas mal quand même. Et là-dessus, il utilisait, on avait des pointes là, 12%. C'est 12%, pointes, et sinon les autres, c'est plutôt à 7,5%, ouais, 5%. On avait des pointes, et puis derrière, on était sur, pas beaucoup, hein, pour la 5%. On était sur des pointes environ à 5%. Et finalement, bah, ces points de réseau, c'est là qu'on comprend. Voilà, succès, duplication terminée. Voilà. Et combien de temps il a fait la duplication du coup? Je sais pas, 2 minutes, c'est marqué ici. 10 minutes. 2 minutes. 2 minutes 40 gigas. 10 minutes pour backuper le serveur et 2 minutes pour dupliquer la sauvegarde sur le site de PR. Ouais, c'est exactement ça. Alors là maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un autre.
Alors ça, c'est ma data domaine de production. Alors, ma data domaine, on est là. Là, j'ai mis des choses. Voilà, une data domaine sur laquelle j'ai fait mon backup. Donc, je fais mon backup, hein, voilà, tout se passe bien. Ça. Et je reviens. Alors, il était où? Mon écran. Hop là, je l'ai cherché. Ah, voilà, mon data domaine. Il est ici. Voilà. Donc sur mon data domaine, voilà, data domaine de production qui est ici. Donc on va aller dans la partie hardware. Voilà, network. Allez, il y a deux interfaces, là, la 144 et la 168, je crois. Donc c'est sur la 144 hein, qui avait été définie. Donc je l'enlève la 144. Donc, voilà. Alors imaginons que le data domaine m'a cassé, il y a un problème de réseau, peu importe. Donc là, en fait, le data domaine, tu simules la panne du data domaine sur le site de production. Le site de production, vous pouvez voir en ping de plus, forcément, puisque je l'ai supprimé. Voilà. Donc là, je vais lui dire, bon, ben maintenant, on aimerait pouvoir faire une petite restauration d'un fichier. Donc je vais vouloir restaurer. Donc là, on vient de mettre hors service la data domaine de production et simultanément, ce que l'on veut, c'est pouvoir restaurer un fichier qui était disponible sur la data domaine de production, mais vu qu'elle est hors ligne, on va aller la chercher sur la data domaine de notre site de secours. Bah là, dans un premier temps, on va quand même essayer de restaurer sur le data domaine de production parce qu'on va dire qu'on ne sait pas qu'il était hors production. Donc on va voir effectivement. Alors, je vais restaurer un fichier. Bon, j'ai pris celui-là, un fichier d'un méga. Hein. On va passer, et je lui dis, ben, je vais restaurer de ma data domaine de production. Donc forcément, ça va tomber en erreur. Alors, vers l'emplacement d'origine ou pas, je vous passe toutes les options. Est-ce que je veux exécuter un script? Est-ce que je veux restaurer les fichiers? Est-ce que je veux restaurer avec les ACL, etc. etc. Hein. Toutes les ACL, évidemment, c'est géré. Voilà, est-ce que je le lance maintenant, exécuter maintenant, blablabla, voilà le résumé. Boum, j'ai lancé ma restauration à partir de mon data domaine. Boum, là, il va essayer. Puis, il va pas y arriver. Voilà, il va essayer, puis il va y arriver. Très bien. Alors, je vais, en attendant, on va repasser sur les slides avec quelques petits métriques, justement, parce que ça, c'est du concret, c'est des tests qu'on a fait. Donc, alors, les tests dont vous avez pu voir déjà les sauvegardes, ok. Mais alors aussi intéressant, avec des fichiers, un client voulait faire un POC. Il y avait un file system avec 1 Tera 5, avec 1 million, plus d'1 million de fichiers, ça ne savait pas exactement. Alors, on a simulé ça. Pareil, sur la data domaine, donc, enfin, sur un serveur l'autre que vous avez vu, ben, j'avais créé un file system. J'avais créé 1 million de fichiers avec quelque chose qui va les gérer automatiquement, 1 million de fichiers, et je lui ai dit, bah, sauvegarde-les avec DD Boost sur la même, la DD 670. Alors, premier backup, j'ai les fait en 6h36 et avec un débit de 3 Go 8. Le deuxième backup, bah, c'est un petit peu moins, mais pas énormément parce qu'il y a quand même beaucoup de fichiers. Alors là, il y a d'autres trucs qu'on aurait pu utiliser pour faire du backup, effectivement, du global, du gros file system. Mais voyons, c'était plein de petits fichiers. Donc j'ai voulu effectivement me mettre dans le cas le pire. Donc on l'a quand même fait en 6h20, ce qui est pas si mal. En revanche, une incrémentale derrière, et ben une incrémentale, ça n'a pas pris le temps, il n'y avait pas de modification, d'accord, mais le fait de parser tout le file system, ça n'a pas été si long que ça, puisqu'il a mis que 2 minutes pour le faire. Ça, en fait, ce qui est compliqué, c'est pas de télécharger les fichiers pour les mettre sur une sauvegarde, c'est surtout de parcourir systématiquement tout le système hein, à chaque fois qu'on veut sauvegarder quelque chose. Exactement, de parcourir toute l'arborescence. Après, j'ai fait d'autres tests avec des sauvegardes pendant que le fichier était en train de se générer sur la du Symantec, etc. Mais donc, si après ça vous intéresse, je pourrais vous communiquer ces informations-là. Mais quand même, en termes de sauvegarde, le client aujourd'hui, avec son logiciel dont je tairai le nom, met quand même plusieurs jours pour sauvegarder ce file system. Donc c'est pas sur de la data domaine, mais bon, c'est quand même assez long. Et pareil, en termes de débit réseau,
donc même la sauvegarde suivante, on a mis la deuxième qui durait un petit peu moins longtemps. On utilisait pareil que 2% de réseau. On utilisait effectivement très très peu. On était sur 25-50% au début, mais après on était sur 2-3% maximum. Alors, pendant qu'il est en train de louper sa sauvegarde, sa restauration, on va dire, avec la data domain qui est offline, un petit point sur le licensing. Un petit point, donc un petit peu, je crois que tout le monde fait un petit peu ça. Vous pouvez avoir le soft, la volumétrie, donc c'est bien si vous avez des faibles volumétries et beaucoup de serveurs. Vous pouvez l'avoir à ce qu'on appelle la V-Ray Edition. V-Ray Edition, bah, ça vous protège toutes vos VM avec tous leurs applicatifs sur vos environnements virtuels. Voilà, alors le licensing, c'est au socket. En gros, vous avez une ferme avec 3 ESX Bipro, ça fait 6 licences VRM, ce qui n'est pas protégé. Et puis sinon, la partie backup exe traditionnelle, et ben, c'est à l'agent. Voilà, vous voulez alors le serveur backup exe, la déduplication, l'agent exchange, l'agent, etc. Et alors, je reviens sur ce slide. Rapide. Donc, ça veut dire que dans ces licences, tous les agents, que ce soit les agents NDMP pour les NAS, les agents Oracle, Exchange, tout ça, c'est inclus dedans. Et la déduplication Symantec ou Data Domain. Si vous les sauvegardez sur du disque à vous, que vous avez avec la déduplication Symantec, vous avez, c'est limité à 64 Tera de données, on va dire, utiles. Donc avec des duplications, si vous avez un taux de 10, ça peut aller jusqu'à 640 Tera par licence VRAY. Donc voilà, vous avez 64 Tera de déduplication ou illimité si vous la sauvegardez sur du data domain, des appliances qui gèrent elles-mêmes leur déduplication. Alors, ça coûte combien? Alors, je sais que c'est toujours délicat de parler un peu de prix quand on est en dehors de tout texte, mais est-ce qu'on peut donner des éléments quand même? Alors, en termes de prix, difficile parce qu'effectivement, tout va dépendre effectivement du nombre de SIG, de processeurs, etc., de volumétrie, mais à la louche, on peut dire que c'est quelque chose qui reviendra minimum à 2 fois moins que n'importe quelle autre solution dite entre guillemets enterprise qui pourra proposer plein d'options dont vous n'aurez pas forcément besoin. Et quand je dis 2 fois moins, c'est vraiment minimum 2 fois moins. Quand tu dis enterprise, tu penses à du NetBackup par exemple ou d'autres solutions concurrentes de NetBackup? Ou d'autres solutions qui sont un petit peu couteau suisse et qui peuvent tout faire. Donc voilà, et qui sont licenciés. Donc il y en a plein, on ne va pas toutes les citer parce que ce sont des bonnes solutions, on n'est pas les dénigrer, qu'on revend, qu'on maintient et qui sont parfaitement adaptés à certains environnements. Mais il y en a d'autres, effectivement, des outsiders, on va dire, comme CodeE. Aujourd'hui, la plupart des clients, c'est quand même du 90% Windows avec quelques serveurs Linux et de la virtualisation. Donc les 80%, il y en a des fois 80% virtualisés, donc une dizaine de serveurs physiques, plein de serveurs virtuels Windows, et la solution a vraiment son sens, quoi. Donc le message, c'est si votre périmètre OS, application et matériel est compatible avec Backup exe, on sera 2 fois moins cher minima que la concurrence. Et le périmètre, c'est quand même tout Windows, tout Linux, tout VMware, tout Hyper-V. Et que ce soit de la bande, de la data domain ou du disque dur que vous avez, ce sera compatible. Ça sera compatible. On n'a pas parlé du cloud, mais évidemment, vous pouvez aussi. On rencontre de plus en plus des clients qui font ça, qui aujourd'hui, avant, historiquement, on regarde tout sur de la bande. Après, on fait disque et bande pour les rétentions longues. Et maintenant, on a des clients qui disent on va faire disque, sécurisation de nos données, on va dire. Critique disque, on va dire, avec une rétention à peu près d'1 mois. Donc, dans ce cas-là, ils sont vraiment très, très bien protégés. Et derrière, on va externaliser sur le cloud, parce qu'après tout, même si le cloud, c'est plus lent, des données qui ont plusieurs mois, on n'a pas tout le temps besoin de les restaurer à la minute près. C'est des choses qu'on va vous demander pour faire des tests. Ça peut attendre un petit peu, comme pour la bande. Donc, un premier niveau de backup disque, on sauvegarde très rapidement, on reste très rapidement, on est protégé sur notre environnement prod. Et puis les données qu'on 6 mois, 1 an, X années, puisqu'on a des clients qui gardent la vie, pourquoi pas les mettre sur le cloud ou plutôt que de gérer des bandes qui, après tout, ont une durée de vie qui est limitée à quelques années, sans garantie de restauration.
Donc, ça me permet de faire une transition sur les médias. Donc, on a parlé justement des médias. La bande, la bande, c'est pas cher, c'est bien pour des rétentions longues. Mais si on a des file systems, plein de petits fichiers, c'est pas très très pratique non plus, y compris pour les réplications. On va en parler. Vous avez le disque classique. Disque classique, ça peut être une bonne alternative en utilisant des duplications Symantec. Mais derrière, bon, ça vous fait comment dire, ce sont des file systems qui ne sont pas faits spécifiquement pour du backup. Derrière, il n'y a pas vraiment garantie, mais ça c'est au niveau des bêtes disques qui sont faites pour ça. Il peut y avoir des corruptions, une bête disque qui va se débrancher, qui va avoir une coupure de courant. Est-ce que vos données seront facilement restaurables? Pas sûr. Donc une bête disque classique, ça peut être bien si on a de la réplication et si on a de l'externalisation. Mais derrière, vous n'avez aucune garantie de restaurabilité des données. Ça vient pas de BE, ça vient de tous les softs de marché. Il y en a aucun qui vous dira, regardez sur le disque, ça dépend du disque, il peut y avoir des séquences défectueuses, il peut y avoir de la corruption, des virus. Ce sont des file systems standards, donc voilà. C'est disent que ça soit local ou pas. Donc, une bande, on en a parlé, effectivement, c'est bien, des grosses capacités, mais c'est lent pour la sauvegarde, c'est lent pour de la restauration, et le support, il est quand même assez soumis aux contraintes thermiques. Mais après tout, pourquoi pas. Et derrière, une appliance disque faite pour ça, au moins, le gros avantage, ce sont tous les protocoles qu'on a évoqués d'OST. Vous pouvez faire du IFS, vous pouvez, on parlait tout à l'heure, un DB Oracle qui veut faire lui-même des sauvegardes. Et il va avoir son propre environnement de sauvegarde et puis il va faire son Herman avec des boosts ou NFS sur la data domaine. L'administrateur Windows et VMware, il va faire sa sauvegarde avec sur le data domaine. Un autre qui va avoir un AS400, il va aussi pouvoir sauvegarder sur le data domaine, etc., etc. Ou quelqu'un qui va avoir un autre soft de sauvegarde qui va gérer ni l'OST ni rien, et il va avoir des interfaces FC pour faire du VTL, donc il va émuler des bandes, des disques et des vecteurs vers la data domaine. Et au moins, l'avantage de la data domaine, c'est que vous avez des garanties de temps de sauvegarde, de restauration, et surtout, vous êtes sûr à 100% que jamais vos données ne seront corrompues. Vous pouvez perdre du disque, c'est normal, c'est des disques, c'est du RAID 6, c'est pour ça qu'il y a du RAID 6 avec des disques quand Global opère. Mais derrière, à aucun moment, vous ne perdrez vos données. Et puis pour la réplication, vous avez vu la vitesse de réplication avec OST, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Vous pouvez faire de la rétention longue, réplication, on en a parlé, et surtout restauration fiable. Tous les protocoles utilisés, alors on n'est pas là pour parler spécifiquement de la data domaine, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on vend pas mal et qui est assez apprécié. Donc VTL, Boost, FC, NFS, CIFS, invulnérabilité du file system, vous pouvez faire du worm également, tolérance aux pannes électriques. D'ailleurs, pendant les data domaines, vous pouvez les brancher et puis les données ne seront pas corrompues. Enfin voilà, garantie d'intégrité. Hop, on revient rapidement sur les différentes gammes. Donc voilà, ça commence petit, c'est évolutif jusqu'à très très gros. Oui, on n'a pas parlé de cryptage aussi sur les data domaines et toutes ces choses-là. Mais je vais revenir en même temps que là sur ma restauration qui est évidemment à planter puisque c'est normal. Alors, on se remet en contexte. On a deux data domaines, une dans le site de prod, une dans le site de secours. Ouais. On a voulu lancer une restauration d'un fichier en se basant sur la source data domaine de production que l'on avait préalablement déconnecté du réseau. Donc elle est en échec, c'est normal, c'est bien que l'on voulait montrer. Et du coup maintenant, qu'est-ce qu'on fait Maintenant, on prend effectivement la dernière sauvegarde, celle lancée à 16h57, c'est celle qu'on a fait tout à l'heure. Et puis on va refaire la même chose. On va refaire, je vais le restaurer, je dis voilà, ma data domaine elle marche pas. On va restaurer, hop, un fichier. Alors là, je suis dans mon répertoire, et puis là, ça celui-là. Voilà, copie de mon fichier. Hop là, je la supprime. Voilà. Et je vais lui dire, toi, je te restaure. Mais simplement, je te restaure à partir du deuxième. Automatiquement, le protocole OST, il met à jour le catalogue. Donc, ce n'est pas une réplication pure matérielle qui nécessiterait derrière de faire des imports de bandes, etc., ou bandes virtuelles,
des imports de jeux de sauvegarde, mais vous allez justement le répliquer. Vous allez, voilà, le catalogue se joue automatiquement. Donc je repasse les écrans, voulez-vous le faire maintenant? Oui, 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 voilà. Donc, toc, j'ai lancé ma restauration. Bon, là, on reste dessus parce que ça va aller quand même très très vite. Voilà, alors là, c'était ma fenêtre qui était là, copie, voilà, bon, il cherche et puis il va le trouver. Il va le trouver. Charles, ça va mettre. Hop, voilà, ça il a trouvé. Un copie de copie, vous avez vu, il a réapparu. Là. Ben voilà, il l'a restauré automatiquement à partir de la deuxième data de la. Donc, ma sauvegarde qui était en échec tout à l'heure, et puis celle-là, ben, elle a fonctionné, puis j'ai restauré. C'est un petit fichier qui fait justement un méga 5 et puis qui a. Alors, une petite synthèse, hop là, j'ai trop vite. Voilà. Simplement encore un petit aparté sur le ciel. Alors vous entendrez peut-être BE de la part d'autres concurrents. Oui, c'est un petit soft, c'est pas pour votre environnement, nous on propose des softs enterprise, etc. Mais écoutez, poquez-le. Une version d'évaluation, c'est 60 jours, c'est gratuit, vous avez toutes les options. On peut vous aider pour ça, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment avec un client, ou vous pouvez le faire vous-même tout seul, sur du disque ou sur du data domain qu'on peut éventuellement vous prêter, etc. Donc on peut, voilà, dire plutôt que de prendre les choses, essayer, et puis vous verrez. On l'a fait chez un de nos clients, il l'a acheté. Bête de disque, sécurité, on en a parlé, derrière, il n'y a pas forcément de garantie de temps de restauration. Alors là, Arnaud, c'est un tableau de synthèse des supports de sauvegarde, c'est bien ça? Exactement. On a vu effectivement des disques, bande, appliance, voilà, en l'occurrence data domaine. La sécurité, on a parlé, on est sûr de pouvoir restaurer. La performance, bah, c'est quand même ce qui est le plus efficace au niveau performance. On n'a pas la bande, le disque là, mais moins parce qu'il n'y a pas de garantie de temps de restauration. Fonctionnalité, la bande, il n'y en a pas. La payante, je n'ai pas parlé de tout, mais on a parlé de la réplication. Il y a aussi des snapshots, il y a pas mal de choses en plus qui permettent. On a parlé de l'encryption, on a parlé un petit peu du worm pour des archives, pour faire de l'archivage, parce qu'on peut aussi faire de l'archivage, etc. Et puis ouverture, bah, c'est au niveau des protocoles. Hein. La bande, bah, c'est du FC ou c'est du SAS. Une belle disque, bah, vous avez du FC ou disque Z. Derrière, vous avez tous les protocoles réseau qui sont supportés. Maintenant, ça c'est une petite synthèse sur les différents types de déduplication. Déduplication Symantec et la data domain. Alors là, j'avais mis une duplication à la source du data domain, j'avais mis une croix. Parce que la base data domain, c'est un outil qui est multi-protocole, multi-produit et qui fonctionne dans la déduplication à la cible. Mais avec OST, on peut considérer que oui, il fait de la déduplication à la source également, uniquement avec ce protocole. Sinon, c'est un produit, si vous faites du VTL, ce sera des duplications à la cible. Si vous faites du CIFS, ce sera des duplications à la cible. Mais derrière, un produit comme de la déduction Symantec ne fait que de l'IP. Voilà. Derrière, vous ne pouvez pas faire des TL avec, vous n'allez pas faire de CIFS, c'est de la déduplication pour BE, ou alors si vous avez du backup, vous avez aussi la déduplication d'un backup, c'est vraiment propriétaire. Lui, il est ouvert, hein, vous faites un copier-coller avec un fichier qui a déjà été sauvegardé, c'est la même déduplication, ça ne prendra pas plus de place. Donc réplication, BTL, toutes les interfaces, on l'a vu, réplication multi-site, hein, bon, là on a fait une réplication de 1 pour 1, on pourrait faire une réplication de 1 pour X si on le souhaitait. Voilà, source cible de déduplication, multi-protocole. Et là, voilà une petite comparaison de logiciels, on va dire, des enterprise. Alors, Avamar, un petit peu à part. Backup Exe, d'autres logiciels dont on n'a pas parlé comme Vim, qui sont vraiment des logiciels spécialisés et qui ont beaucoup de succès chez les clients qui ont déjà, effectivement, qui veulent faire de la sauvegarde d'environnement virtuel. Mais souvent, en ce cas-là, ça nécessite d'avoir deux softs, parce que quand même, à moins qu'il n'y ait que du virtuel, bon, c'est possible. Mais c'est vrai que c'est un produit, on est partenaire de ce produit, et quand un client a besoin de ne sauvegarder que de l'environnement virtuel, et pas de contraintes trop lourdes en termes de support de sauvegarde,
ça convient bien. Le seul souci, c'est que généralement, il y a quasi systématiquement quelques serveurs physiques qui n'ont pas pu être virtualisés pour une raison que ce soit. Et cela, à un moment donné, il faut bien avoir un soft pour les gérer. Il y en a, et puis des fois, il y en aura, parce qu'il y a des clients qui nous disent, oui, on a encore des serveurs physiques, et vous pouvez les virtualiser là, non, parce qu'il y a une interface propriétaire, parce qu'il y a des cartes propriétaires, parce que l'éditeur dit ne supporte pas la virtualisation, parce que plein d'options, et nous oblige d'avoir une machine physique. Bon, et il faut la sauvegarder comme ça. Voilà. Donc il y a toujours des fois quelques machines physiques qui survivent. Alors NetWorker, NetBackup, ça fait tout. Mais voilà, mais bon, ça fera moins bien le Windows que du backup exe, ça fera moins bien l'environnement virtuel que du backup exe ou du Vim. Ça fera de l'Unix là où du Vim et du backup exe qui ne fera de toute manière. D'ailleurs, Avamar, donc c'est un logiciel plus spécifique qui va faire avant tout des duplications à la source pour des environnements sites distants et environnements virtuels. Donc ça le fera très bien. Mais derrière, effectivement, tout ce qui va être mis sur bande, ça va être un petit peu plus. Il va falloir des ajouts du matériel additionnel pour qu'il puisse fonctionner et faire de la bande. Et encore, ce n'est pas sa vocation première. Donc voilà, cette comparaison, elle vaut ce qu'elle vaut. D'autres pourront avoir d'autres parce que voilà, ça c'est simplement quelque chose de synthétique qui permet de vous orienter selon les environnements que vous avez. Ça se veut simple. Hein. On n'est pas entré dans le bit and byte de chacune des fonctionnalités disponibles sur tous les produits. Hein. Mais de prime abord, hein, c'est vrai que Backup Exe pour AVM et pour du serveur Windows, hein, c'est quand même son terrain de jeu favori et il excelle dans ce domaine. Maintenant, ça peut être la conclusion un peu de ce webinaire, c'est que il aura toute la couverture en termes d'OS qu'un NetBackup ou qu'un NetWorker qui ira beaucoup plus loin sur tous les environnements hors x86 que ne gère pas du tout un backup exe. Exactement, vraiment, c'est effectivement les NetWorkers, les NetBackup, ça couvrira tous les processeurs, etc. Et c'est le produit que vous pourrez installer en natif, le master, sur de Linux, sur de l'Unix. Hein, on a un certain nombre de clients qui disent non, nous on est avant tout au monde de Unix, nos administrateurs connaissent très bien Unix, on veut que le master et toute l'administration se fasse à partir de Unix à cause de la stabilité, à cause de tous les scripts qu'on a pu faire, etc. Voilà, dans ce cas-là, le produit, ça sera plutôt du networker, du netbackup, qui sont vraiment des produits qui sont vraiment faits pour ça et qui sont voilà. Ok, très bien. Voilà. Bon, écoutez, c'est pour. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter? Non, pas dans un premier temps. Derrière, que dire, si ce n'est si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter directement. Comme on l'a vu dans les premiers slides, un workshop chez nous, hein, souvent les clients ils viennent, ils disent on veut voir ça, on veut tester ça. Un POC chez vous sur Google, c'est très simple à faire. Bon, après, amener du data domain, ça peut être plus. Voilà, vous pouvez souhaiter, on peut faire le workshop ici. Après, ça peut toujours s'envisager, mais voilà. Si vous voulez en savoir plus du disaster recovery ou des choses, faites-le nous savoir. N'hésitez pas donc à revenir vers nous. Vous pouvez répondre aux emails que vous avez reçus au moment des inscriptions au webinar à danian.webinar@mti.com. N'hésitez pas à poser des questions. Vous pourrez retrouver le contenu de ce webinar, l'enregistrement de ce webinar en ligne dès demain après-midi. Bonne soirée à tous et à bientôt.